Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier Inspiring Time auquel nous a confié Talentia Software. L'objet de ces rencontres est de vous nourrir, de nous nourrir sur des sujets qui sont engageants pour l'entreprise. Et on vient de voir s'il est un sujet qui pose particulièrement question, c'est bien celui des générations Y et Z. Chacun a bien conscience que l'avenir est entre leurs mains, mais comment composer avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions du travail, les mêmes visions de l'entreprise, pas forcément les mêmes aspirations. Comment l'entreprise peut composer avec ces générations? Quelle attitude, quel management mettre en place vis-à-vis de ceux qui se présentent eux-mêmes comme des barbares? Comment tout simplement mettre en place les outils pour faire cohabiter plusieurs générations et surtout que ce soit utile pour tous? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos trois personnes qui vont débattre. J'appelle tout d'abord à me rejoindre Viviane Chen-Ribeiro, bonsoir. Vous allez vous installer à mes côtés. Pendant que vous installez, je vais vous présenter. Vous avez de nombreuses responsabilités. Vous êtes présidente de la Fédération Syntec, ou encore au MEDEF, où vous êtes membre du bureau et du comité exécutif. Mais ce soir, c'est en tant que président de Talentia Software que vous allez intervenir. Je précise qu'il s'agit d'un éditeur intégrateur de logiciels de gestion d'entreprise avec des domaines d'expertise qui englobent à la fois la gestion de la performance financière ou encore la gestion du capital humain. Je vais également demander à Séverine Perron de bien vouloir nous rejoindre. Vous êtes également entrepreneuse. Vous avez co-créé As We Are, une entreprise qui accompagne les changements, et vous nous direz si justement ces mutations doivent tourner autour des nouvelles générations, et si oui, comment on peut faire. Et puis enfin, le garçon de la soirée, outre moi, évidemment, Vincent Cespedes, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, et vous consacrez assez régulièrement votre réflexion aux jeunes. Dans votre dernier ouvrage, c'est aux plus âgés que vous vous adressez, en lançant un cri, quasiment un impératif, puisque votre livre s'intitule « Oser la jeunesse ». Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, par vous proposer de nous assurer au préalable que nous parlons bien, effectivement, de la même chose, de nous assurer en quelque sorte des caractéristiques de ces générations. Parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses, alors il y a de nombreux moyens mnémotechniques pour se rappeler de ces caractéristiques. J'en ai identifié un, voilà, qui s'appelle la règle des 4 I. On parle de 4 I pour individualisme, interconnexion, impatience et inventivité. Viviane Chen-Ribeiro, première question, est-ce que vous retrouvez votre définition de ces générations dans ces termes? Je vais déjà commencer par vous contredire parce que pour moi, sur les 4, il y en a 2 qui ne s'appliquent pas du tout à cette génération. C'est-à-dire qu'ils peuvent être effectivement tout le temps connectés, mais ils ne sont pas individualistes. Ils ne sont surtout pas individualistes. Et en plus, ils ne sont pas impatients. Ils sont ce que l'on appelait il y a quelques années la génération slash, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, slash autre chose, et plusieurs choses en même temps. Donc, ce n'est pas de l'impatience, c'est simplement une façon d'aborder les choses et d'avoir accès aux choses de façon différente. Donc forcément, le temps est vécu différemment. Le temps est vécu différemment. Le temps pour se parler, le temps pour se connecter, le temps pour rechercher quelque chose, le temps à l'accès à l'information est vécu différemment. Et quant à l'individualisme, là aussi je réfute complètement, parce que les deux autres termes connectés forcément, mais l'individualisme, je pense que là encore, la relation aux autres a complètement changé, et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus individuels. Je pense que, pour moi en tout cas, qui suis à la fois maman et grand-mère et qui est donc des ados de 18 ans, effectivement, non, ils ne sont pas individualistes. Ils sont simplement un autre rapport à l'autre qui est différent de celui qu'on a connu. Séverine Perron, vous êtes quasiment toute proche de la génération Y. Ça veut dire que vous êtes effectivement, vous reconnaissez, vous, individualiste, interconnectée, impatiente, inventive? Alors, je rejoins effectivement sur l'inventivité, oui. Ça, c'est sûr que cette génération Y est inventive. On dit que c'est la génération break the mood, donc elle casse les codes. Et on évoque aussi la prochaine génération qui sera plus une génération de bâtisseurs.
mais c'est vrai que notre génération casse les codes. Si on pense à Uber, Airbnb, Blablacar, c'est cette génération qui l'a créé. Elle a complètement révolutionné l'économie, elle a bouleversé des corporatismes métiers qui étaient très forts, si on pense à Uber notamment, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'ubérisation de l'économie. Donc cette inventivité, elle est clairement là. L'interconnexion, évidemment. Je pense que c'est une génération qui, par le digital, est aujourd'hui interreliée partout dans le monde. C'est la première génération mondiale et bon, clairement, sa connectivité lui permet d'accéder, d'avoir une accessibilité constante. C'est ce qu'on peut prendre des fois pour de l'impatience, mais c'est simplement qu'elle a l'habitude de pouvoir avoir accès à tout service, sur tout support, tout le temps. Donc on parle de génération ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Après, sur l'individualisme, je rejoins moins parce que tout ce qui se passe en ce moment, tous les mouvements alternatifs, quand on voit dans les Fab Labs, les coworking, c'est tout l'inverse, ce sont vraiment des communautés qui se créent. Vous avez le sentiment qu'il y a effectivement une collaboration, c'est ça, ouais. Ah oui, oui. C'est vraiment la génération du co. Alors c'est vrai qu'il y a des comportements qui parfois peuvent surprendre, un peu narcissiques, parce qu'on est très dans l'image, le marketing de soi. Ça, je peux tout à fait l'entendre. En revanche, il y a vraiment cette notion de communauté. Il y a un excellent livre de Seth Godin, qui est un marketeur américain, qui parle des tribus, de Tribe We Lead. Et en fait, il explique très bien ce concept de communauté. Et pour moi, c'est devenu le cœur de la société. C'est une société au sens sociétal, mais aussi de l'entreprise. Pour moi, l'entreprise de demain, ce sera une entreprise étendue, qui sera organisée en communauté, avec des membres internes et d'autres qui sont plus externes, mais on sera vraiment dans une notion de co-développement. Et cette génération-là est capable de la porter, et le fait déjà. Vincent Cespedes, à vous, sur les 4 termes que j'évoquais. Oui, je suis d'accord sur les 2 qui ne fonctionnent pas. Alors il faut essayer de les remplacer, parce que c'est bien d'avoir des 4 I, ça sonne bien. J'aime bien le concept. Par contre, on pourrait remplacer, pour être plus près de la vérité, cette notion d'immédiateté ou d'impatience. On pourrait remplacer ça par la notion d'identité. C'est une génération qui construit son identité également au travail, il n'y a pas de séparation. Et son identité est construite par ce que Paul Ricoeur, un philosophe français, appelait de façon prémonitoire l'identité narrative. L'identité narrative, c'est ce qui fait que je me raconte, et ce que je suis moi-même, c'est aussi comment je raconte mon histoire, donc j'accède à toute ma temporalité, les moments passés, les zones d'ombre, et voilà. Et tout ça, ça fait que j'arrive à parler de moi. Et l'identité narrative a été un peu mise de côté, évidemment, pour les baby-boomers, parce qu'on était dans des grands discours idéologiques, on appartenait à des partis, à des castes, à des mouvances politiques. Ça a été déconstruit, ça a été mentionné dans le petit reportage après l'arrêt de l'utopie communiste, en tout cas le frein de l'utopie communiste. Mais là, ça repart grâce aux réseaux sociaux, où les réseaux sociaux eux-mêmes demandent de narrer son identité. Demande de narrer même dans la quotidienneté la plus banale. Et ils ont vraiment incorporé ça à leur psychisme. C'est-à-dire que nous, moi je le fais, je suis génération dans le X, on le fait, mais on le fait après coup. Eux, ils naissent comme ça, ils grandissent comme ça. Plus fondamentalement, ils construisent leur identité comme ça. C'est-à-dire en se racontant. Et donc, ça a une incidence, on va en parler, mais ça a une incidence énorme, c'est que pour pouvoir les faire rêver, pour pouvoir les motiver, il faut leur dire, tu fais partie d'une histoire, raconte-moi ton histoire, et c'est par la narration que ça va arriver. Et puis, le deuxième I, je fais très court, j'ai parlé de l'impatience, sur le deuxième I, c'était quoi il faut que je me souvienne. Sur l'individualisme. Voilà, l'individualisme. Alors là, tout simplement, c'est une fausse vision, mais je comprends qu'on fasse cette erreur. Il suffit de voir des selfies, et une vieille génération qui juge les selfies dira c'est du narcissisme. Parce que pour nous, se prendre en photo soi-même, c'est du narcissisme. C'est totalement faux. Parce que le selfie a vocation au partage. Il n'a de sens que par le partage. Et en plus, on a une sale gueule dans le selfie, excusez-moi, on n'est pas dans les studios hardcore avec un selfie, d'accord? donc ça serait du narcissisme, on ferait attention, on ne se maquille pas avant un selfie, on prend le visage de l'instant, etc. Donc c'est pas du narcissisme, mais c'est de l'intime. Et le I que je propose, c'est le I de l'intimité. Identité et intimité, c'est une génération qui met l'intime au-dessus du relationnel et au-dessus du social. Et ça, c'est très proche de la philosophie.
Ce qui compte pour eux, c'est la richesse intérieure, et l'expérience de partage, etc., n'a de sens que parce que je me nourris moi-même dans mon intériorité. Et puis il y a une autre caractéristique, peut-être qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, il y a un savoir, une intelligence collective. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément une possession ou une émulation par le savoir est partagé et accessible. Et pire que ça, le savoir est co-construit, ce qui est juste inimaginable pour nous. Même encore aujourd'hui, quand je dis à des adultes de plus de 30 ans, imagine du savoir qui se co-construit. Heureusement qu'il y a Wikipédia qui permet de servir de modèle, mais c'est extrêmement compliqué. Le savoir pour nous vient dans les livres, l'encyclopédie, c'est le savant, c'est le professeur. On oublie que le savoir a été engendré, que le savoir est une production humaine, on oublie ça. Et eux, ils n'oublient pas, ils vivent le savoir comme une co-construction, d'où leur apparent relativisme. Tiens, d'où tu parles, d'où tu me dis ça, où tu as vu ça. Ils remettent en question même les pages de l'encyclopédie, parce que si je n'ai pas participé à la co-construction du savoir, je doute sur le savoir qu'on me donne. Et donc ça donne quelque chose de très dynamique, qui a besoin des générations plus anciennes, parce que le savoir qui se co-construit, ça tourne souvent en boucle. Il y a un risque, c'est Jean Baudrillard qui parle de ça, de redondance. C'est une génération qui peut tomber dans une sorte de redondance qui tourne en rond à vide comme une machine à laver. À un moment, il faut que le savoir, il faut qu'il y ait une légitimité. Et donc c'est toute l'enjeu avec cette génération, c'est de construire une légitimité. Elle ne croit plus aux places statutaires dans la hiérarchie, mais elle peut reconnaître la légitimité dans l'acte, et c'est ça qu'il faut essayer de conquérir. Alors on voit au travers de ces caractéristiques que c'est une génération, ce sont des générations qui arrivent avec une certaine force, avec des envies. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise, Viviane? Ah ben justement, ce sont des générations qui peuvent apporter ce dont les entreprises aujourd'hui ont toutes besoin, c'est-à-dire d'imaginer de l'extérieur qu'est-ce qui va pouvoir, j'aime pas ce terme, mais qu'est-ce qui va pouvoir disrupter mon business. Alors, un jour ou l'autre, mon business va subir des attaques parce que quelqu'un va inventer une façon différente de l'aborder. Et on l'a bien vu dans ce film. On ne peut pas, enfin, il me paraît très difficile d'inventer au sein d'une entreprise une façon différente de le faire. Pourquoi? Parce que les gens ont été élevés dans un respect de la hiérarchie, dans une façon du savoir, dans... Bon, aujourd'hui, effectivement que les codes de l'entreprise classique sont... Et aujourd'hui, il y a un mot qui a été prononcé, et pour moi, ça devrait être presque une hygiène d'entreprise. Chaque entreprise devrait avoir son propre Fab Lab, c'est-à-dire quelque chose, le Fab Lab dans le sens où ouvert vers l'extérieur, avec des jeunes qui viennent. Moi, je ne désespère pas de persuader Philippe Perrier, qui est là-bas, de le faire à Marseille. Ça fait 3 fois que je lui dis, mais un jour, il va finir par le faire. Il va finir par le faire. Et donc, on devrait ouvrir vers l'extérieur, d'abord parce que ça a plusieurs utilités. Ça permet à des gens de venir et on leur explique ce qu'on fait, et eux, on leur demande et on leur donne un cahier des charges qui va dire de penser les choses différemment. Ça a deuxièmement une utilité sociale, parce que ça permet à des gens d'approcher l'entreprise et de toucher le monde du business, mais ça permet surtout à l'entreprise d'avoir des gens qui vont venir les challenger, et des jeunes qui vont venir le challenger. Donc je pense que l'entreprise, dans son rôle social, en plus, devrait d'une façon totalement saine s'ouvrir et avoir ce type un peu dérouté du Fab Lab, mais devrait avoir ça pour pouvoir penser différemment. On voit bien cette incommunicabilité et on voit bien cette façon de travailler. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise ? Aujourd'hui, je répondrai aussi avec le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui des ennuis, parce qu'avec les 11 heures obligatoires de déconnexion chez les jeunes, ça pose un petit souci, mais ça peut amener surtout une autre façon de travailler, une autre façon de contribuer au projet, et ce que ça amènera aussi aux entreprises, c'est d'être obligé, pour retenir les talents et les jeunes talents qu'elles veulent retenir, d'avoir un vrai projet et de savoir non plus seulement embaucher les gens avec un contrat de travail et un salaire et un package, mais savoir les emmener et les embarquer dans un projet qui aura pour eux de la valeur.
On entend à travers, Séverine, au travers de ce que vient de dire Viviane, que finalement il y a une quasi, vous nous dites, en quelque sorte, introduire le verre dans le fruit, c'est-à-dire les faire rentrer dans l'entreprise. Comment justement, vous qui intervenez dans le changement, comment ces différences culturelles, ces différences générationnelles sont-elles perçues dans l'entreprise? Aujourd'hui, une entreprise, elle va considérer, et si on intervient chez elle, elle nous appelle parce qu'elles ont des problèmes. Sauf que ce que l'on constate dans la plupart des organisations dans lesquelles on intervient, quelle que soit la taille, c'est que les entreprises ont créé beaucoup de complexité. Beaucoup de complexité au regard de logiques de rentabilité, d'outils ou d'approches qui étaient très en silo, avec des fonctionnements et des managers opérationnels, etc. etc. Les managers opérationnels eux-mêmes deviennent, je dirais, complètement atomisés par cette complexité, sont toujours dans un mode problem solving. Donc c'est à la fois une contrainte pour le dirigeant qui perd complètement ce qu'il a fait vibrer et qui a fait créer son entreprise, parce que pour lui c'est désolant de voir la complexité. D'autre part, pour les managers et les nouvelles générations qui arrivent là et qui ne comprennent pas en fait pourquoi c'est si compliqué, qui ne comprennent pas pourquoi il y a besoin de passer plusieurs étages pour avoir un niveau de décision et souvent peut-être un non, ou parce que ce sera trop tard, qui ne comprennent pas les outils qu'elles ont à disposition. Quand on interdit effectivement l'usage du smartphone ou l'utilisation de certains outils qui feraient gagner un temps considérable, et là on parle d'économie réelle pour l'entreprise, ces générations-là ne comprennent pas, parce que dans la vraie vie, dans la petite start-up qu'elles sont en train de créer à côté avec des potes, et ben en fait on utilise Slack et on fait gagner un temps fou, on échange par Skype, on n'a pas besoin de se voir physiquement, le projet se déroule, on apprend par le learning by doing, donc on apprend en faisant, c'est ça l'esprit start-up. Et nous ce qu'on essaye d'amener, c'est justement progressivement, parce qu'on ne peut pas casser une culture non plus comme ça, c'est d'amener progressivement du changement. Et un des leviers qu'on a constaté et qu'on continue à amener, c'est justement d'ouvrir par l'extérieur. Parce que les limites de la culture projet qu'on essaie de développer dans l'entreprise, c'est que le système étouffe ce genre d'initiative. Il y a trop de pesanteur et c'est compliqué. Quand on amène le changement par l'extérieur, en faisant des incubateurs pour les startups, en faisant des Fab Labs, en faisant venir aussi des compétences rares qu'on n'a pas dans l'entreprise parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on ne sait pas comment les intégrer. Et bien du coup, quand on les externalise et que ça devient vraiment des parties intégrantes de l'entreprise, là on peut amener du changement parce qu'on a un autre mindset, la personne est complètement libérée, elle n'a aucune contrainte, et du coup on peut aussi amener la roue du changement et la nourrir. Donc c'est hyper important. Pour moi, le modèle d'entreprise de demain, c'est l'entreprise étendue, clairement. L'arrivée de cette génération dans l'entreprise est vécue comme un conflit générationnel, Vincent Cespedes. Vous qui nous dites que les jeunes ne sont surtout pas les ennemis des plus vieux. Quand on demande sociologiquement à ces jeunes qui sont vos alliés, ils disent nos parents. La famille est une valeur refuge. Donc on aurait une fausse représentation finalement. Ils comptent vraiment sur les plus âgés pour les guider, les accompagner. Que ça se fasse passer une chose, mais vraiment ils ne sont pas du tout hostiles à l'idée d'apprendre des plus aînés. Ils ne sont pas arrogants. Ils savent très bien évidemment qu'ils sont plus doués en technologie que la plupart des adultes de plus de 30 ans. Ils le savent, mais ils sont sympathiques, ils sont même tendres, vachards parfois, un peu tendres. Je vais revenir sur l'idée de complexité, parce qu'en fait je crois que ce qui est dit là dans ce que vous mentionnez, c'est l'idée d'incohérence et d'archaïsme. C'est vrai qu'ils sont en cohérence avec la technologie, mais ils adorent la complexité. Et c'est peut-être la première génération, et ça ne va pas plaire à Edgar Morin, philosophe de la complexité, c'est la première génération qui jouit de la complexité. Ça, c'est rare. C'est-à-dire la complexité au sens où c'est un philosophe anglais que j'aime beaucoup, qui n'est pas connu, Bernard Williams. Il dit une chose intéressante, Bernard Williams, il dit la complexité, elle est belle, elle est porteuse de sens et elle est irréductible. Et il condamne tous ceux qui voudraient réduire la complexité pour simplifier la vie, etc. Ce que cette génération veut, c'est une complexité avec laquelle on pourra devenir complice, c'est-à-dire ami, c'est-à-dire être dans la complexité parce que c'est la richesse de la vie. Le sens est complexe, il est à construire, tout est à bâtir ensemble, mais par contre il faut enlever, et vous avez bien raison, les archaïsmes et les préjugés finalement, faire une sorte de réflexion profonde sur comment on peut améliorer la marche vers des choses qui peuvent construire du sens, mais par contre la complexité, cette génération l'adore. Et puis pour revenir sur l'idée de la rareté, moi j'appelle cette génération la génération perle. Perle pour plein de raisons. Perle. D'abord il faut comprendre ce que c'est une perle. Une perle, c'est quand vous avez un coquillage, vous avez quelque chose de violent qui entre dans le coquillage, un grain de sable, un insecte,
Et le coquillage, plutôt que de le rejeter violemment, de le combattre, le coquillage va tisser de la nacre et va faire quelque chose de magnifique, de beau, de sublime, de rare, d'original. Eh bien, cette génération, elle a ce rapport-là à l'optimisme, au pessimisme et à la violence. C'est une génération qui adore les challenges, les conflits, les aspérités dans les personnalités. C'est une génération qui ne veut pas des mots qui sentent la rose au fronton des entreprises. Hein, tous les beaux mots là, des chartes éthiques de communication, c'est une génération qui va faire voler ça en éclat. Dans 10 ans, c'est fini. Tout ça, ça éclate, ça va être has-been et ringard. C'est une génération qui dit connaître quelqu'un, c'est connaître sa complexité, y compris sa part Dark Vador, sa part d'ombre, sa part sombre. C'est comme ça qu'on se singularise et c'est une richesse. Cette biodiversité de valeurs dans une équipe, c'est une richesse. Donc c'est une génération qui va être l'amie de la complexité, savoir chercher des informations avant tout le monde parce qu'elle sait comment surfer, elle sait où, pour peu qu'on lui autorise la passion. L'erreur que je constate aujourd'hui, c'est qu'on reste encore dans un système de motivation par la pression, c'est-à-dire motivation extrinsèque, salaire plus un petit bonus ou punition si tu ne le fais pas, ça vient du dehors, et non pas ça vient du dedans, motivation intrinsèque. C'est une génération qui ne pourra être complice de la complexité que si on la laisse se passionner. Et les bureaucraties d'entreprise aujourd'hui laissent peu de place à un management par la passion, il reste à inventer. C'est quelque chose, Viviane, que vous constatez effectivement, que ce soit d'ailleurs à Talentia ou dans vos autres fonctions, faire face à une génération complexe comme ça? C'est une génération qui n'a pas peur de la complexité parce qu'ils n'ont pas les mêmes barrières. La complexité, ils n'ont pas les mêmes barrières que nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a été élevés, on nous a mentalement construit des barrières par rapport à une forme de pensée. Eux n'ont pas ces barrières parce que l'étendue de ce qu'ils utilisent a fait que aujourd'hui, avant, on construisait un business et on disait le marché français il est plus petit que le marché américain, c'est mon marché. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Quand on invente un business, il peut devenir immédiatement. Donc, ces barrières, qu'elles soient, il n'y a plus de barrières géographiques. Il y a de moins en moins de barrières de langue pour eux parce qu'ils rentrent très très vite dans une autre langue, contrairement, et ça c'est une vraie différence. Donc cette complexité, on n'a pas la même définition de la complexité. D'accord ? Il y a celles qui ont été mises par des barrières mentales. Donc je dis et je répète qu'on emmènera de toute façon ces jeunes et ces jeunes talents que dans un projet, et là je suis d'accord, qui les passionnera, qui trouveront un sens. Et dans le travail d'équipe qu'ils feront, ils le feront à un moment donné avec une équipe, et puis ce réseau, il se défera, et puis ils rejoindront une autre équipe qui... Voilà, c'est exactement comme ça qu'ils vont fonctionner. Et il y a autre chose aussi, parce que qui a été dit, c'est dans la start-up qu'ils essayent de monter l'après-midi. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à gérer des gens qui ne seront peut-être pas dans ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire je veux un CDI, même si je suis d'accord, nous on est passé de l'époque à j'ai un emploi toute la vie, à j'ai plusieurs postes où je change de métier dans ma vie. Eux, ils seront peut-être, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'ils iront peut-être employés le matin dans une entreprise, travailleront sur la création de leur projet de start-up l'après-midi, et puis ils feront 2 heures du beurre le soir pour mettre du beurre dans les épinards. Donc, voilà, et ils seront multi-statuts, ils seront sur différents projets, et apprendre à gérer ça, quand vous êtes manager dans une entreprise, eh bien, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, je pense que cette richesse, il faut la prendre parce que, justement, ils vont être riches de leurs multiples expériences. Cette richesse, il faut la prendre. Par contre, ce qu'il va falloir apprendre aux managers qui sont en place, c'est que cette notion de manager, il va falloir qu'elle devienne une fonction de leader. Et si ce n'est pas une fonction de leader, eh bien... on aura des problèmes. On aura des problèmes. On entend bien dans vos propos qu'il s'agit donc de ne pas opposer, mais plutôt associer. C'est bien le thème de cet échange autour de la cogénération. Avant de voir comment on fait, Viviane, est-ce que ce soit au Syntec ou au MEDEF, est-ce que c'est
vu la perspective que ça vous donne comme point d'observation, est-ce que cette question de la cogénération concerne toutes les entreprises? Que ce soit en taille, que ce soit en secteur, enfin, je veux dire, c'est tout le monde qui est concerné par ça? On vous en parle dans vos instances, dans lesquelles vous siégez? Oui, on en parle parce que ça pose des difficultés, ça pose beaucoup de difficultés. Ce que je viens de dire quand je vous ai dit salarié le matin, auto-entrepreneur l'après-midi et indépendant parce que je fais 2 heures d'Uber le soir, je ne sais pas si vous voyez nos modes de financement de la protection sociale aujourd'hui, comment on la finance, comment on la redistribue. Donc ça veut dire que tous nos systèmes sont à remettre à plat et à repenser parce qu'aujourd'hui il y a des inégalités flagrantes. Donc oui, on en parle parce que c'est tout le système qui va voler en éclats. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va arriver exactement, mais c'est tout le système qui va voler en éclats. Donc je n'irai pas jusqu'à la théorie de Rifkin au zéro margine, mais c'est tout le système qui va voler en éclats. Donc les entreprises qui ne réfléchissent pas à ça et qui ne veulent pas voir qu'elles, de toute façon, elles y sont confrontées, je pense qu'on court, mais de toute façon on court de vrais dangers. On court de vrais dangers, mais j'ai l'habitude de dire que toute cette révolution, à la fois technologique et cette arrivée, va faire que dans les bassins d'emploi, on va avoir des générations, alors peu ou pas qualifiées, qui vont petit à petit arriver par vagues, qui vont perdre leur emploi par vagues. Ça va être un vrai sujet. Quand on regardera dans 30 ans, quand les gens regarderont en arrière, ils diront qu'ils ont passé une période de transformation conséquente, mais nous on y est. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de la vitesse de cette transformation et de l'impact social que ça va avoir. Donc oui, on a intérêt à ouvrir les yeux et à penser vite. Bon, on va demander justement à Séverine Perron qui intervient dans les entreprises pour les accompagner. Donc ce sont elles qui viennent vous chercher. Est-ce qu'il y a un profil type de ces entreprises qui s'intéressent justement à ces questions de cogénération? Alors déjà, juste pour la petite anecdote, quand on m'a dit je vais créer une société de cette activité-là, on m'a dit mais c'est n'importe quoi, il y a déjà beaucoup de monde, mais pourquoi tu lâches ton job, etc. Bon, prérequis, barrière. Et en fait, moi ce qui m'a aidé, c'est le digital. Aujourd'hui, j'ai la moitié des personnes qui me contactent, c'est par le digital, parce qu'on a une présence digitale. Alors au nom de la société, et pour rejoindre la notion d'identité, je suis depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux, et j'ai construit mon identité et mon entreprise au travers de mon histoire personnelle en tant que femme globale, c'est-à-dire maman, entrepreneur, sportive, etc. etc. Nomade, j'aime voyager, bon. Du coup, mon identité, les gens quand ils viennent, ils m'appellent, ils savent qui je suis, donc il y a une certaine transparence et ça facilite grandement le travail ensemble. Voilà, c'est déjà un exemple pour montrer qu'on peut disrupter un marché simplement parce qu'on a une prise de parole qui est transparente. Il y a une prise de parole qui est là. J'ai pas à tricher et à inventer quoi que ce soit. Je dis ce que je fais ce que je dis, point. Et j'essaye de rester dans ma singularité. C'est vrai que cette identité s'est construite au travers de l'entrepreneuriat. Et cette singularité intéresse quel type d'entreprise? Aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprise. C'est des grands groupes, c'est des PME. Moi, j'adore travailler avec les PME parce que j'ai bossé pendant 10 ans pour des écosystèmes d'entreprises qui sont des PME. J'aime ce côté aventurier des chefs d'entreprise. Voilà, c'est vraiment dans mon ADN. Il y a quelque chose aussi, on travaille à peu près avec la moitié de nos clients sont des PME, donc tout secteur. Il n'y a pas de loi. Après, pour les grands groupes, on est plus dans un mode essai-erreur, c'est-à-dire qu'eux voient une prise de parole différente, des actions différentes, donc ils veulent tester. Mais c'est le challenge, c'est pas grave, et ça permet de construire la relation. Et moi, je trouve ça très sain. On est vraiment dans un mode commando quand on va dans une entreprise. On a une parole libre, on amène des profils très atypiques. Voilà, après, ça convient pas à certains types de projets. Mais en tout cas, sur les projets de transformation, clairement, on affiche la couleur et la différence ainsi. Après, les entreprises, on les accompagne dans la durée parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transformation qui est simplement sur un point.
C'est-à-dire que quand on rentre dans une entreprise, on peut nous parler de problèmes intergénérationnels, de problèmes de digitalisation de l'entreprise, mais quoi qu'il en soit, la mutation nécessaire économique imposée par le marché impacte forcément la réorganisation de l'entreprise. Donc on essaye de leur amener de l'agilité, de ramener aussi de nouveaux modes de travail avec les collaborateurs, mais aussi en faisant rentrer des compétences externes, donc un modèle hybride. Vincent, également, vous intervenez, vous, aussi dans des entreprises. Il y a un profil, il y a des entreprises qui sont plus réceptives à ces questions de cogénération, je sais pas, peut-être des profils, des sociétés plus techno, parce que justement elles sont génétiquement dans les nouvelles techno. Alors, moi effectivement, je me plais à intervenir. Je croise environ 500 dirigeants par an. Donc, sur un mode philosophique, on parle notamment de l'ambition en philosophie par l'APM, l'Association pour le management. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est une vision déformée. On ne voit que les dirigeants. Très intéressant parce qu'on voit que ceux qui ont vraiment besoin des jeunes et de toutes les capacités de cette jeunesse, des capacités, encore une fois, régénératrices. C'est le bain de jouvence, c'est de travailler avec des jeunes, le vrai bain de jouvence. C'est de se connecter avec ces jeunes-là, effectivement, dans tous les sens. Ce sont des entreprises qui ont besoin du possible. Je voulais très simplement, et c'est vraiment schématique, mais ça donne quand même une vision d'évolution des choses. La génération baby boomers était tournée vers l'avenir. Le but c'était l'avenir, il y avait le grand soir, il y avait demain. L'avenir et le passé à écraser, à détruire. Et on allait construire l'avenir en écrasant le passé. La génération X, c'est continuer à se tourner vers l'avenir, mais le passé était quand même un acquis à avoir. La génération Y se tourne vers le présent, l'immédiateté dont vous parlez. C'est la génération Y, on n'est pas encore à Z. La génération Y, c'est le présent, ça vient de la Californie, c'est le bouddhisme, c'est l'instant présent, c'est la pleine conscience, c'est très bien. La moitié des entreprises aujourd'hui encore fonctionnent sur ce schéma de l'instant présent, qui a un immense avantage, c'est que quand on a des structures où le stress est extrêmement important, un peu de méditation, ça fait baisser le stress. Ça ne change rien à la structure mortifère de l'entreprise. Mortifère, parce que c'est un vrai drame aujourd'hui en France dans les structures managériales de l'entreprise. Ça fait beaucoup de souffrance, beaucoup de mal. Mais l'instant présent, c'est un truc, les bouddhistes avaient testé ça à une époque, c'est que on s'adapte au monde et on oublie les soucis. La génération Z, là, celle qui arrive, et ça va être l'alpha et l'oméga du monde de demain dans l'entreprise, elle est tournée vers le possible. C'est ni le présent, ni le passé, ni le futur, c'est le possible. Et donc toutes les entreprises qui sont en développement, qui cherchent à concurrencer d'autres boîtes pour trouver des idées vraiment nouvelles, novatrices, qui ont le droit de l'échec, ce qu'on n'apprend pas du tout à l'éducation nationale, le droit d'échouer, eh bien c'est des entreprises qui ont absolument besoin des jeunes. Parce que quand vous dites à ces jeunes-là, qui sont en général traumatisés de l'éducation nationale, en disant une faute, un échec, c'est une horreur, quand vous dites tu as le droit d'échouer, je vais te donner la possibilité d'échouer et de sortir de ta zone de confort et de tester des trucs nouveaux. Et si tu te plantes, tu sais quoi? C'est pas grave. Et là, on a affaire à une génération perles rares. Ils sont excellents, il faut faire briller les perles, il faut leur donner ce possible à laquelle ils aspirent, mais quand cette génération est tournée vers le possible, et donc elle se connecte à quelque chose qu'on a oublié depuis longtemps, c'est à l'utopie. Et voilà pourquoi c'est une génération qui va évidemment faire la révolution de notre société de consommation. C'est une évidence, on ne sait pas quand, mais ils aspirent tous à ça. Les enquêtes sociologiques nous montrent que 61% de ces jeunes-là sont prêts à une révolution de type mai 68, une insurrection. Le mouvement Nuit debout a assez fasciné la jeunesse, même s'ils n'étaient pas sur la place. C'est assez fascinant. On sait que ça va venir. Ils vont évidemment renouer avec une utopie en co-créant leur utopie. C'est nouveau. Normalement, on a des philosophes qui réfléchissent, qui écrivent des pavés, on a des fanatiques qui prennent des pavés en disant c'est ça la vérité, on l'impose, et puis on fait couler le sang, et les pavés s'imposent, et évidemment ça devient une autre évolution. Aujourd'hui, la révolution, ce ne sera pas des philosophes qui vont les faire dans les têtes et dans les livres, c'est cette jeunesse en acte qui va la créer. C'est évident que ça se passera comme ça, parce que le possible, non seulement elle le vit, et la complexité à laquelle elle aspire, c'est justement le foisonnement des possibles, mais en plus, ça la fait jouir. Il y a une délectation du possible par rapport au simple futur dont on lui a rebattu les oreilles en vain dans le monde politique ou médiatique. Viviane Joyer, opinion du chef, la question du possible, y compris en intégrant ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est les barrières, c'est ces barrières que nous avions, et par l'accès qu'ils ont tout simplement aux informations.
Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un professeur puisse s'intéresser des élèves si jamais ils ont leur portable dans la main, ils ont accès à une information 1000 fois plus complète que ce que le professeur pourra leur transmettre. Donc, vous voyez bien que même là, dans la transmission, dans l'éducation, alors quand on voit notre éducation nationale, c'est une question sur le temps qu'il va falloir pour la révolutionner, mais même là, ça va être complètement... Là, je rejoins complètement le champ du possible, et c'est pour ça qu'ils sont capables de penser à n'importe quel business et de le penser différemment, justement parce que ces barrières n'existent pas et que le champ du possible... et donc ça, dans une entreprise aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les portes, et c'est pour ça qu'il faut aussi gérer les talents différemment, et donc ça repose toute la question du management. Alors, mais c'est juste essentiel. Alors, justement, on arrive au point central finalement de cet échange. On parle de cogénération. Comment fait-on ? Comment fait-on? Qu'est-ce que l'on met en place concrètement, opérationnellement? Je suppose qu'il y a des personnes qui sont dans la salle qui se posent cette question. Comment fait-on? Je dirais que ça va être d'abord le rôle des gestionnaires des ressources humaines qui sont aujourd'hui débordés par des tâches administratives et qui devraient s'assurer que l'on, un petit peu comme on introduit, j'aime bien l'image de l'huître, de la perle, qui introduit dans chaque organisation, dans chaque groupe, effectivement un élément qui va aider à disrupter le business. Alors, je dirais dans nos métiers, dans les métiers qui composent la Fédération Syntec, je dirais que ça se fait naturellement. On est une des seules fédérations, on embauche à peu près 45 000 jeunes par an, sortis des écoles ou qu'on forme, ou que nous formons, parce qu'on n'en a pas assez en sortie des écoles, et on crée donc à peu près 15 000 emplois nets par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont en ce moment en création d'emplois nets. Donc on a forcément ces entrées de nouvelles générations et on a forcément ces gens qu'il faut à tout prix intégrer dans les projets. Et je pense que dans chaque projet, il faudrait veiller à avoir cette mixité parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'emmener nos mid-générations un petit peu plus loin et de leur changer la vie, parce que je pense que sinon ça doit être très embêtant à passer 60 ans de continuer à faire la même chose qu'on a fait pendant 40 ans. Vincent Spedesca, la question du comment. On entend au travers de ce que vient de dire Viviane qu'on touche aussi à la question du management, de la sensibilisation du management. Il faut être fou. Le mot c'est faut être fou. Faut être fou. Donc ça veut dire oser des choses qui sortent des process, oser de tout ce qui est gestionnaire, oser sortir de tout ce qui est gestionnaire. Dans une entreprise, on peut appeler ça l'agilité, on peut appeler ça l'horizontalité, peu importe le jargon, ça veut dire vraiment avoir des possibilités d'être surpris par la perle, justement, d'être surpris parce qu'on peut découvrir en laissant, lâchant un peu le lest, la bride, la passion à cette génération-là. C'est une génération qui est mercenaire totale. La génération d'avant était mercenaire au niveau de sa vie. Elle vivait sa vie comme elle était entrepreneuse de sa vie. Aujourd'hui, ils ne sont pas simplement entrepreneurs de leur vie, même s'il y a plusieurs vies en une, ils sont aussi entrepreneurs de leur propre formation. Je pense qu'on peut déjà ouvrir ça en entreprise. Tu veux te former sur quoi? Et parfois se former sur des choses qui ne sont pas extrêmement, je dirais, évidentes au niveau de la performance attendue, ça peut être extrêmement riche au niveau de l'innovation. Donc il faut leur faciliter une formation qui sied vraiment à leur passion, à leur désir, à leur agrandissement. C'est une génération, encore un autre i qu'on peut ajouter, une génération qui vise l'intensité. Il suffit de voir d'ailleurs les clips de la chanson populaire qu'ils écoutent, les Rihanna, etc. Ça ne parle que de ça. Le but de la vie est d'être dans l'intensité de la vie. Et ce qui est fort dans l'intensité, c'est une vision assez nietzschéenne de la vie. Nietzsche, c'est le philosophe qui a dit le bien, le mal, peu importe.
C'est pas ce qui compte c'est l'intensité de vivre. Et le mal et le bien sont des fausses catégories. Et donc ça c'est énorme parce qu'on a énormément moralisé l'entreprise depuis les années 80, et tant mieux, il y avait besoin, parce que le management d'IBM des années 50, stressez vos salariés, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, il fallait vraiment qu'on dépasse ce cynisme-là. Mais là, la moralisation tourne en poison. Il faut maintenant démoraliser, non je ne vais pas dire démoraliser, sortir d'une surmoralisation d'entreprise. Ces jeunes-là, ils veulent l'intensité et ils ont compris que la difficulté fait partie d'une vie intense. C'est terrible, parce que c'est une génération un peu schizophrène au niveau de l'humeur. Ils sont à la fois extrêmement pessimistes, tous les sondages le montrent, ils savent que pour eux la crise, un tiers imaginent qu'ils ne connaîtront pas de sortie de crise. Pour eux la vie, ça sera la crise. Et je crois que la moitié d'entre eux n'imaginent pas avoir un train de vie supérieur à leurs parents. Donc c'est vraiment énorme, c'est énorme. Donc il y a un pessimisme. Mais en fait, ce pessimisme, il est, excusez-moi le gros mot, apotropaïque. Apotropaïque, c'est un peu le fer à cheval pour faire fuir le mauvais œil, ou la main de Fatma, ou les gargouilles sur les cathédrales. Pourquoi on met des monstres hideux et diaboliques sur des cathédrales? Parce que ça rejette le mal en dehors de la cathédrale. Eh bien, c'est un pessimisme. Il parle de loose, il parle de faille, il parle de galère. Même les milieux aisés, les jeunes qui viennent des milieux aisés, écoutent du rap des ghettos. Et donc, même la loose, elle est là. La loose est là, mais la loose, on en parle pour la conjurer. Et donc c'est un optimisme énorme qui se cache derrière tout ça. Ils sont pessimistes comme pour conjurer le mauvais sort, le mauvais œil. Et cette vision de conjuration, de magie, de mysticisme, ça va être énorme pour comprendre cette génération qui va transformer tout ce qui est culturel en cultuel. C'est une génération qui va se construire ses propres dieux, ou alors se mettre sous l'égide de nouveaux dieux. Et juste pour le pessimisme apotropaïque qu'elle a, cache un optimisme, mais délirant. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'être des héros de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont presque rien à faire. Il leur suffira d'être en connexion avec les autres et ils se diront « je serai héros ». L'entreprise, là, doit vraiment aider ça. Vraiment aider une narration héroïque. Ce sont des mercenaires de l'héroïsme. Un mercenaire dans une armée n'appartient à aucun des camps. Vous savez, c'est pour ça que c'est très mal vu. Le mercenaire, c'est l'appât du gain. Il va faire la guerre, mais juste parce qu'il est payé. Mais là, leur but, c'est pas l'appât du gain. Leur but, c'est l'héroïsme qu'ils vont chercher. Vous dites faire passer le management de la pression à un management de la passion. C'est ça, c'est donner du sens. Exactement. Quand on parlait tout à l'heure de l'éducation et de la passion, l'école 42, c'est juste le modèle même de l'école par la passion. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir un diplôme, on ne vous demande pas si vous avez 15 ans, 16 ans, on vous demande, allez-y, voilà, on vous met dans une pièce pendant une semaine, vous me créez un projet, et si vous arrivez à me créer un projet assez significatif, vous rentrez dans l'école, et l'école, et les jeunes dorment par terre, arrivent avec leur sac de couchage, et pendant une semaine, ils créent pour avoir la chance de rentrer dans cette école. Donc, Xavier Niel, il a juste créé une école qui est disruptive par rapport à l'éducation nationale, et je crois qu'on ferait bien de s'en préoccuper, parce que là, c'est plus t'auras ton bac, mon fils ou ma fille, c'est vas-y, crée, fais-toi plaisir, fais-toi envie, va devant la difficulté et crée. C'est ça, c'est ni plus ni moins que ça l'école 42. Comment on fait passer la passion à ces managers pour qu'eux-mêmes la fassent passer ensuite à ces nouvelles générations? Séverine. Moi je crois que déjà qu'il y a une chose essentielle, ça a été dit, mais c'est la preuve par les actes. C'est une génération qui va remettre en cause la méritocratie et l'autorité proclamée. Donc elle a besoin que le leader l'inspire, lui donne du sens, le pousse à progresser, à aller au-delà de lui-même. Donc j'aime bien cette notion de fellowship, et je crois qu'aujourd'hui les leaders ou ceux qui seront influents dans l'entreprise, ce ne seront pas forcément des gens qui auront un statut, mais au contraire une liberté de parole, une capacité à avoir une vision et à emmener et fédérer. Donc ça rejoint aussi cette notion de communauté. Le deuxième point, c'est toujours par l'acte, c'est la capacité à hacker un système. Nos générations, on se considère comme des makers. Déjà, on apprend sur le tas. Moi, j'ai pas de diplôme en entrepreneuriat, j'ai pas eu de diplôme dans ce que j'ai fait avant. À la limite, je dirais que mes diplômes m'ont certainement mis des barrières, mais en tout cas, m'ont pas aidé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est une génération qui va hacker le système et pas hésiter à casser les codes.
Donc dans l'entreprise, on peut tout à fait insuffler ça, en respectant bien sûr, on ne va pas aller contre, je dirais, une forme de bienveillance ou de manque de respect. On ne parle pas du tout de ça. On parle de la capacité à trouver des failles dans le système. C'est en ça, effectivement, qu'ils aiment la complexité et qu'on aime la complexité. On aime trouver des solutions. On est une génération hyper pragmatique. Un des slogans du studio, ici, c'est quand même au revoir la théorie et bonjour l'action. Je ne sais pas si vous êtes baladé dans les étages, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Donc ça, c'est clair, il faut passer à l'action et c'est l'acte qui va faire la valeur d'un leader ou autre. Ou même d'une dirigeante ou d'un dirigeant, ils ont vraiment besoin d'être inspirés par la personne pour qui ils travaillent, sachant que ce sera volatile et temporaire. Ça, c'est hyper important. Sur le côté passionnel, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une génération qui recherche l'expérience, la sensation forte, l'intensité et l'émotion. Donc si vous voulez driver ces générations, il faut absolument éveiller leur imagination et leur imaginaire, parce qu'il y a ce domaine de la mythologie, du réenchantement qui est très fort chez eux. Et bien sûr, c'est cette capacité à susciter l'innovation et à la stimuler, l'imagination et l'imaginaire, qui va leur permettre de vivre des émotions. S'ils vivent des expériences, s'ils vivent des émotions, clairement, vous aurez un engagement qui sera auto-motivé, auto-engendré. Pour faire simple, c'est devenir des providers de kiff et ça va bien se passer. Alors j'entends, mais attention, juste attention, ne jouez pas avec cette génération, ne la manipulez pas. Vous allez vous en mordre les doigts. Elle n'est pas manipulable. Elle fera semblant d'être manipulée. Vous arriverez à la manipuler, mais elle n'est pas manipulable. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On n'en peut plus l'entreprise qui manipule, l'entreprise qui drive. Le mot driver, moi, me gêne énormément concernant l'humain, même si je comprends que c'est dans une très bonne intention que c'est dit. Cette génération-là, c'est une génération qui n'est pas au-delà du bien et du mal comme voulait Nietzsche. Elle est Nietzschéenne pour l'intensité, mais elle regarde la vertu. Elle a une excellente vision de ce qu'est vertueux. Elle a un très bon flair moral, très bon flair moral. Parce qu'elle a grandi dans les affaires, parce qu'elle a grandi dans les scandales, parce qu'elle a grandi dans tous ces jeux de dupes où les personnages politiques attitrés se sont trouvés menottés, se sont trouvés salis par des scandales. Elle, à la fois, il y a un cynisme, et elle se dit, après tout, les autorités tutélaires, ça n'existe pas, et à la fois, elle est assoiffée d'utopie, rappelez-vous, donc de vertu. Et simplement, c'est pas une vertu qui va être décriée, c'est une vertu, encore une fois, qui va s'observer dans le quotidien de la vie. C'est-à-dire c'est une génération qui va vous scruter dans les yeux très profondément et voir si vous êtes vraiment vertueux ou si vous faites semblant. Toute la com qu'on a apprise, tous les gestes surfaits, tous les mots surfaits, tout ça, elle va le détecter, elle va le respirer. Et le philosophe là-dedans qui dit ça très très bien, c'est Alasdair MacIntyre, excusez-moi les références, philosophe écossais, MacIntyre. MacIntyre explique qu'en fait le bien et le mal, ça se décrète pas par des jugements moraux sur des livres, c'est les gens vertueux qui l'incarnent au quotidien. Il faudrait presque sonder les gens vertueux et puis voir ce que c'est le bien, parce qu'ils auront décrété ce qui est bien. C'est un peu un grand vin. Un grand vin, c'est pas parce que c'est écrit sur un guide, c'est parce que des gens qui s'y connaissent et qui ont de la bouteille, on pourrait dire sans jeu de mots, sur les verres de vin, qui disent ce verre est bon, et c'est par rapport à leur expérience qu'on dit à la légitimité de son jugement. C'est une génération qui va être très sensible à l'exemplarité déployée et très 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 allergique à tout ce qui est manipulatoire. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez la driver entre guillemets, il va falloir vous driver vous-même et il va falloir être authentique soi-même. Et là, il y a une génération de plus de 30 ans qui a du mal aussi à retrouver cette authenticité tellement formatée par des schémas hypocrites qu'elle ignore d'ailleurs elle-même. Vérité, transparence. Exactement. Et authenticité, quitte à avoir une tête ou des actes qui correspondent à des parties noires de votre personnalité. Je reviens un instant, Séverine, vers vous sur la question des outils. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur les préalables, mais qu'est-ce qui se passe opérationnellement derrière? Comment on décrète finalement le fait que la génération précédente, la génération X qui occupe des postes à responsabilité dans l'entreprise, soit sensible et crée les conditions d'accueil et de fidélisation, de fidélité des générations Y et Z? Je pense qu'au niveau des outils, il y a plusieurs manières d'envisager les choses. Déjà, je considère l'espace de travail important, la capacité peut-être à proposer à ces nouvelles générations des espaces de travail différents et pas être cloisonné dans un bureau, ça c'est essentiel. Il y a cette envie de mobilité, de mise en mouvement, de pouvoir travailler à configuration variable, c'est-à-dire avec des moments seuls, des moments en équipe,
différentes équipes, parfois dans un lieu un peu plus détendu. C'est pour ça que les espaces de coworking connaissent beaucoup de succès et que les entreprises viennent avec les équipes, offrent parfois la possibilité à leurs collaborateurs de venir travailler dans ces espaces-là. Et notamment sur Paris, il y en a beaucoup qui se développent en périphérie du centre-ville et de Paris pour répondre à des contraintes logistiques. Donc là-dedans, il y a un double message. Mais je pense que l'outil, on va dire, l'outil espace est important. Après, évidemment, il y a l'outil digital. L'outil digital est souhaitable, déjà parce qu'il permet de faire des économies sur tout un tas de plans, ne serait-ce que la communication, il facilite. Par exemple, moi j'ai interdit le mail avec les équipes, on passe que par des outils comme Slack, qui permettent en fait de pouvoir interagir de manière très rapide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits outils. Bon, j'ai pris Slack, mais il y a aussi ce genre de choses. Slack, précisé pour la génération. Ah oui, alors Slack, c'est un outil, on va dire, c'est un outil comme WhatsApp. Ça va, WhatsApp Messagerie instantanée. Voilà, mais qui est professionnel. Donc, on l'utilise beaucoup dans les milieux start-up parce qu'en fait, il permet de créer des canaux de conversation qui peuvent être privés ou publics pour une équipe, qui sont spécialisés par thématique ou pourquoi pas par projet. Et on peut uploader des documents, se partager de l'information, donner son avis. Nous, on a un channel Our Tribe, donc c'est la vie un petit peu de notre communauté, et parce qu'on aime aussi partager notre intimité et partager les moments qu'on vit. Donc ça, c'est un exemple. Je pense que le digital est souhaité aussi et souhaitable parce que c'est une génération qui a besoin et qui demande la désintermédiation. Donc ça veut dire aussi management sans contact. Et de toute façon, la contrainte de l'entreprise en multi-endroits, multiculturels, eh bien, a besoin de ces outils-là pour retrouver une agilité, parce que les systèmes mis en place ne peuvent plus répondre aujourd'hui aux modèles organisationnels et aux modèles économiques qui sont souhaités avec une proximité des clients. Question posée à tous, est-ce que vous avez des exemples, des bonnes pratiques, sans décerner des bons points, mais des bonnes pratiques justement qui amènent une cogénération exemplaire? Ouais, le co-mentoring et reverse mentoring, enfin clairement, on peut tout à fait sur certains projets ou dans des phases d'intégration dans l'entreprise, créer des binômes avec des âges différents, des cultures différentes. Ça, c'est des choses qui sont hyper simples à faire. Et puis parfois, on a des surprises. Moi, ça m'est arrivé dans certaines entreprises qu'on me dise oui, là, en l'occurrence, c'est pas un Y comme tu l'imagines, il a plutôt 45-50 ans. Peu importe, je pense que c'est des moments qui permettent de créer du lien. Et puis les moments de célébration aussi, hein, c'est important pour permettre de se voir. Il y a, plus généralement, il faut, quand je dis oser la jeunesse, oser ER, il faut vraiment oser la jeunesse, c'est-à-dire oser son jugement critique. Parce qu'on peut oser la jeunesse, oser avec des jeunes qui ont la pêche et qui travaillent bien, c'est facile d'oser. Mais ce qu'on n'ose pas dans la jeunesse, c'est justement sa face critique. C'est-à-dire, elle va pointer les archaïsmes, les dysfonctionnements, elle va pointer les choses illégitimes, le pourquoi dont il était question, c'est aussi un pourquoi, explique-moi en quoi c'est intéressant et en quoi c'est légitime. Et donc, c'est une jeunesse qui est philosophe. Je dis dans le livre, pour la première fois, la philosophie est l'affaire des jeunes. C'est nouveau. En général, c'est l'affaire des plus âgés, qui ont l'expérience de la bouteille, qui s'approchent de la mort, donc on est obligé de philosopher un peu pour faire passer la pilule. Aujourd'hui, les jeunes, la philosophie, ça va ensemble. Ils se posent des questions, ils vont sur Internet, ils ne se contentent pas des réponses qu'on leur donne. Ça s'appelle la philosophie. Ne pas se contenter des réponses qu'on nous donne parce qu'on se méfie, parce qu'on se dit que la vérité elle est plus complexe et qu'on ne va pas se contenter de prendre la béquille par rapport à des maîtres à penser et par rapport à des connaissances acquises. Donc c'est une jeunesse qui est philosophe dans l'âme. Et donc la meilleure façon de faire avec une jeunesse philosophe dans l'âme, qui s'interroge, qui est en quête de sens, qui cherche à chaque fois en quoi il y a une plus-value d'âme, un supplément d'âme aux choses qu'elle fait, qui cherche aussi où est son héroïsme, mais c'est un héroïsme qui sera du nous, de l'équipe, pas un héroïsme personnel. Eh bien la meilleure chose à faire, c'est aussi soi-même de devenir philosophe, c'est-à-dire d'accepter le point d'interrogation comme une force. Le doute est une force, voilà le changement de paradigme. Jusque-là, le doute en entreprise, il devait être contrôlé, éradiqué, ça sera encore mieux, mais au moins contrôlé, et c'était des risques à minimiser. Aujourd'hui, le doute, il faut le maximiser parce qu'il peut être fécond. Et donc, il y a une capacité au point d'interrogation à être fécond, et cette jeunesse porte cette fécondité-là. Alors ça, j'aimerais bien entendre Viviane Chêne-Ribéraud sur ce point-là, justement sur la question du doute, et puis de manière plus générale, peut-être revenir sur les outils qu'évoquait Séverine Perron, du point de vue du chef d'entreprise que vous avez. Ce que je vais dire, c'est très personnel.
quand on voit quelqu'un et quand on voit un chef d'entreprise, il a d'abord besoin par rapport à ses troupes de montrer qu'il est sûr de là où il emmène, et en même temps c'est quelqu'un d'humain et donc qui est envahi en permanence par le doute. Donc le doute, on a appris à gérer, ouais, peut-être pas l'éradiquer, je pense pas, mais on a appris à le gérer parce que le problème c'est que quand on emmène et quand on veut emmener beaucoup de gens, à un moment donné, quels que soient les doutes, il faut prendre une décision. Donc, comme il faut prendre une décision, il faut bien, je dirais, mais voilà, on n'a pas besoin de dire qu'on est en absence de doute. Je pense que, enfin, moi, j'ai pas eu besoin. Mais par contre, moi, j'ai souvent entendu qu'on me dise effectivement que j'étais quelqu'un de très volontaire ou que j'en avais pas. Je pense que c'est le contraire, mais je pense que voilà, c'est juste humain. Maintenant, des exemples en entreprise. Je pense que là aussi, l'entreprise va devoir travailler en réseau. Il y a des exemples aujourd'hui, des exemples de grosses entreprises qui rachètent des startups, mais il y a des exemples aujourd'hui de lieux qui ont été créés. Dassault Systèmes est un exemple. Ils font beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans un environnement, je crois qu'ils sont ici, ils sont mis dans un environnement où tout autour, ils ont facilité l'implantation de start-up. Et pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien tout simplement pour laisser émerger toute cette créativité et toute cette mixité, alors que c'est déjà une entreprise qui est extrêmement créative et qui avance, mais ils ont en plus créé des écosystèmes autour d'eux pour tout simplement faciliter et faire émerger cette créativité. Et ça peut être un exemple. Viviane Chêne-Ribéraud, le mot de la fin pour vous. On a décrit, on s'est attaché à décrire le présent. Si je vous projette dans le futur en tant que responsable d'entreprise, et puis par rapport à votre entreprise et d'une façon plus générale à l'entreprise, comment vous voyez évoluer les choses du point de vue de la question de la cogénération? Je pense qu'on est tous d'accord que l'entreprise, dès aujourd'hui, je veux dire, on peut tous ranger nos organigrammes et on devrait plus en avoir, dans la mesure où l'entreprise va fonctionner en groupe projet. Elle va finir un projet et elle ne gérera pas par objectif, elle gérera par projet. Donc il va y avoir des définitions qui vont bouger. Il faudra s'assurer de la cohérence des projets, il faudra s'assurer que ces projets peuvent faire un puzzle qui va à la fin pouvoir faire quelque chose de cohérent, mais le mode de fonctionnement va être différent. Il va être différent dans son mode de fonctionnement, il va être différent dans la géographie. On l'a abordé, c'est-à-dire que ce projet, il n'aura pas besoin forcément d'avoir des gens qui sont dans une même unité de lieu, qui sont dans une même unité de temps. Voilà, et parce qu'on va pouvoir, heureusement, peut-être habiter dans une jolie région qu'on aime et faire partie d'un projet et travailler. On va arrêter avec ce parisianisme forcené qu'on représente ce soir, d'ailleurs pas très bien, mais bon. On va arrêter avec ça et on va peut-être effectivement pouvoir avoir un équilibre entre notre vie personnelle, notre vie privée. Moi, ce que je rêve, c'est d'arrêter de dire, quand je serai dans des colloques où on me demandera en tant que femme comment j'ai fait, c'est de dire que finalement on doit être une femme, une épouse, on doit être une entrepreneur et on doit être une mère. Et je dis tout le temps, c'est difficile de faire les trois, en général on n'en fait que deux. Et j'espère que grâce à ça, on va pouvoir faire les trois.